Donc oui, bonsoir à tous. Je vois qu'on a déjà une dizaine d'être connectés. Donc ce soir, nous sommes sur la commune de Pomey, comme tous les jeudis soirs dans une commune différente de la circonscription. Donc le but, c'est toujours de terminer l'après-midi, on va dire, dans une commune avec non seulement une rencontre des élus, avec les élus municipaux là qu'on vient de terminer, mais on peut continuer les échanges. Et avec une réunion publique en ligne, donc vous êtes déjà 11 à être connectés. Et donc le principe de la réunion est très simple, c'est que députés et maires, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions ou écouter vos propositions à la fois au niveau communal ou au niveau national. Et puis si ça te va, Jean-Marc, je te propose peut-être d'introduction pour te présenter et puis dire un mot sur la commune de Pomey. Bonsoir à tous. Voilà, Jean-Marc Goutani, je suis le maire de Pomey, j'attaque mon deuxième mandat avec une belle équipe dont une partie est là ce soir. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont là parce que ça veut dire quand même que je ne suis pas tout seul, je suis très entouré. On a une équipe dynamique. Donc de 15 élus, donc 14 élus. 14 élus plus moi, 3 adjoints. Et il y a un vrai travail qui se fait au niveau des commissions, des délégations sont données et assumées. Et donc, voilà, c'est un vrai travail collectif pour essayer de faire aboutir nos projets et de faire vivre notre commune. On a plusieurs projets dans les tuyaux en ce moment, dont un qui se réalise à l'instant même, c'est-à-dire la construction, l'aménagement d'un espace de convivialité, bibliothèque, espace culturel, un espace multi. Dont on connaîtra bientôt le nom. Dont on connaîtra bientôt le nom. On ne veut pas dévoiler, ça t'a gêné, ça? Non, non. Voilà. Et puis, un autre projet qui est encore malheureusement à l'état de projet, c'est la maison d'assistante maternelle. Il faut absolument qu'on trouve une solution pour faire garder les enfants sur le territoire communal pour après qu'ils soient scolarisés dans nos écoles et maintenir nos classes vivantes et sur notre commune. Parce que voilà, c'est un vrai sujet, la scolarisation des enfants. S'il n'y a plus d'école, ça devient compliqué. Et alors, si tu devais présenter la commune de Pomey en 2 mots, en nombre d'habitants, localisation, s'il y a des non-poméières parmi nous? Des non-poméières. Les poméières, justement, c'est les habitants de Pomey. On est 1170, dernier recensement. Voilà, donc c'est un territoire rural, moyenne montagne, avec une activité agricole encore vive et dynamique. On a vu passer un tracteur tout l'après-midi là. On a des exploitations agricoles, oui, majoritairement en production lait, mais qui commencent à se diversifier pas mal. Monsieur le président du syndicat agricole, je pense que vous serez d'accord avec moi. Voilà. On a des commerces, on a fait le tour de nos commerces cet après-midi. On a des commerces bien vivants, bien dynamiques, notamment nos 2 restaurants qui refont surface depuis hier. Et c'est un vrai plaisir de voir des gens en terrasse, tout en respectant les consignes, bien évidemment. Mais c'est un vrai plaisir, c'est très festif. On a aussi de l'artisanat, on a toutes sortes d'activités. Des associations, évidemment, qui en ce moment sont un peu en sommeil, par manque de possibilités de se réunir, mais je ne suis pas inquiet, ça va redémarrer. Et les gens aiment le côté associatif qui est assez vivant chez nous. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas en temps voulu. Et donc peut-être, même si c'est un projet porté par la communauté de communes, comme ça sur Pomey, tu peux peut-être dire un mot du projet du RONG? Le projet du RONG, alors Urong est sur le territoire de la commune de Pomey, mais appartient à la communauté de communes. Et il y a un sujet qui revient d'actualité, c'est-à-dire la remise en baignade du plan d'eau du RONG. Pour ceux qui ont connu ça dans les années précédentes, où il y avait beaucoup de gens qui venaient se baigner le week-end dès qu'il faisait beau, on a un vrai projet au niveau de la Comcom de remettre une partie du plan d'eau en baignade, en faisant ce qu'on appelle une baignade naturelle. C'est-à-dire qu'il y aura une partie du plan d'eau qui sera baignable avec des filtres naturels, une plage et toutes sortes d'activités possibles là-bas. C'est ce qu'on avait référencé comme étant le projet phare du territoire d'un point de vue touristique. Et on est bien content que ça soit à Pomey, bien évidemment, mais pas que, c'est pour tout le territoire des monts. Ça, si on peut drainer
drainer des gens pour les faire profiter de nos paysages et de toutes les activités qu'on pourrait faire dans notre territoire, ça serait un vrai plus. On espère que ça va aboutir. Si notre député veut nous donner un coup de main sur le sujet, c'est le bienvenu. En tout cas, l'expérience montre que ce lieu de baignade, dès qu'il va arriver, sans doute, il va connaître un grand succès, parce que quand ce lieu était baignable, on a tous des souvenirs de ça il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, ça fonctionnait très fort. Ça fonctionnait très fort. Il y avait une vraie animation là-bas sur ce lieu. Et puis, ça faisait aussi par ricochet, si je puis dire, faire fonctionner le camping, qui est aussi sur le même site, un camping avec une centaine d'emplacements. Et c'est vrai qu'il pâtit un petit peu ces dernières années du fait alors évidemment du fait du Covid ces derniers mois, mais indépendamment de ça, du fait que la baignade manque, quoi. C'est un vrai plus quand on a un coin de baignade l'été. Ok, bon, merci. Voilà. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Peut-être qu'il y aura d'autres questions sur Pommet. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entamer l'échange, donc à la fois avec ceux qui sont présents physiquement pour le continuer ou ceux qui sont connectés en ligne. Je vois qu'il y a déjà 14 personnes de connectées. Donc, le principe est simple, hein, vous pouvez activer tout simplement votre micro et prendre la parole. Vous pouvez vous signaler par le petit chat qui est en bas à droite de votre écran. Vous avez même un petit mécanisme en réaction. Vous pouvez lever numériquement la main si vous voulez vous signaler, comme je fais actuellement. Vous voyez, hop. Et comme ça, voilà, si vous êtes timide et que vous n'avez pas allumé directement votre micro, vous pouvez vous signaler comme ça. Je ne sais pas si en ligne, il y a déjà quelqu'un qui souhaite intervenir parmi toutes les personnes qui sont connectées. Donc, ça peut être soit un retour d'expérience, ça peut être une question, une proposition. Et que ce soit au niveau communal ou au niveau national, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez sur le cœur. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Ou sinon, ça peut être aussi une question de la salle. On peut continuer les échanges qu'on avait. Je te rassure, la première, c'est toujours tout le monde est très timide. Et puis après, quand ça commence à… Oui, Jean-Luc. Par rapport à l'alimentation. Ouais. Mardi, il y aura un colloque sur la souveraineté alimentaire. Ouais. Il y avait le président Macron qui est intervenu. Donc, je n'ai pas pu prendre la rendez-vous de sa lancette. Ouais. Donc, c'est ça un peu comment vous voyez l'alimentation dans le futur. Ouais. Donc la question, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu parce que le micro est là. C'est une question concernant l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Moi je vois que la France était une grande puissance agricole aujourd'hui qui exporte, mais qui a perdu ces 10-15 dernières années pas mal de parts de marché au niveau international, notamment sur les céréales, sur le lait, etc. C'est la première année qu'ils ont acheté du sucre. Sur le sucre, tu veux dire? Sur le sucre, oui. Ouais. Et sur le sucre, mais sur le sucre, on continue à être exportateur là-dessus, non? Oui, on exporte, mais moins qu'avant. Ouais. Sur la betterave, c'était justement un des gros sujets, justement, on en a beaucoup parlé lors des néonicotinoïdes. Et on pourra en reparler si vous voulez, parce que là-dessus, on a dû prolonger l'autorisation, parce que pour donner un ordre d'idée, je crois que la filière betterave sucrière, surtout dans le nord-est, je crois que c'est de l'ordre de 40 000 ou 50 000 emplois, hein, pour montrer que c'est pas quelque chose qui est vraiment implanté dans notre région, mais c'est très important dans le nord-est. Donc moi, la manière dont je vois les choses, c'est que parmi les domaines hyper stratégiques et souverains pour la France, il y a la souveraineté alimentaire. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et la crise sanitaire l'a très bien montré, hein, quand on est dans des situations exceptionnelles, les réflexes nationalistes reviennent très rapidement et ça redevient le chacun pour soi. Et il ne faudrait pas un jour qu'on sorte d'une situation où on n'est même plus capable de se nourrir nous-mêmes. Ça, à mon avis, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, au-delà de se nourrir, qui est le grand objectif qui était assigné à la politique agricole commune après-guerre, le deuxième sujet, c'est avoir la nourriture de qualité, conforme à nos standards. Donc là-dessus, en France, des fois, on critique l'agriculture, mais on est le pays, je pense, un des pays qui a un niveau de sécurité alimentaire et de qualité des produits les plus hauts au monde, hein, franchement, sur l'ensemble des produits, que ce soit les ovins, les bovins, le lait, enfin, dès qu'il y a un doute
dans un élevage, tout l'élevage est abattu et même parfois c'est un peu trop. On était notamment sur les poulets, là, j'ai quelques exemples en tête où il y avait un germe qui était détecté et l'ensemble de l'élevage de poulets était abattu. Donc voilà, et donc moi, ma vision, c'est qu'il faut qu'on conserve absolument cette souveraineté alimentaire, voilà. Ne serait-ce que pour être autonome nous-mêmes, quoi. Voilà. Après, il y a un sujet en ce moment qui est important, c'est la renégociation de la politique agricole commune pour voir comment on peut concilier à la fois nos objectifs en termes d'alimentation et d'agriculture dynamique avec les objectifs de développement durable. Et donc, moi, ma vision là-dessus, c'est que pour moi, il faut les deux. Il faut à la fois une agriculture qui produise en quantité et de manière un peu productiviste, et il y a la place aussi pour une agriculture bio. Voilà. Et je ne pense pas qu'on peut nourrir notre pays, en tout cas pour l'instant, qu'avec du bio. On a encore besoin de mécanisation, on a encore besoin de traitements phytosanitaires sur certaines zones. Et donc, il faut qu'on arrive à concilier les deux. Et parce qu'il y a des consommateurs qui veulent du bio, il y a des consommateurs qui veulent encore du conventionnel. Et dans tous les cas, je ne pense pas qu'on aurait les surfaces suffisantes pour tous se nourrir en bio. Je ne sais pas, toi, ouais, ça va. Au niveau agricole, finalement, pour compléter avec un peu le local, toi, en tant que maire, Jean-Marc, j'ai envie de te reposer la question. Toi, comment tu vis l'agriculture en tant que maire? Enfin, est-ce qu'il y a une vingtaine d'exploitations sur Pomey? Un peu moins. Ouais. Un peu moins. Un peu moins, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance à regrouper en GAEC, ça c'est sûr, donc ça diminue le nombre d'exploitations, ça diminue pas forcément les exploitants. C'était majoritairement une production laitière chez nous, hein, c'est sûr, mais ces dernières années, il y a, comme partout, une tendance à varier les productions. On voit des exploitations qui font autre chose que du lait industriel, on va dire. Il y a du maraîchage, il y a du petit fruit, il y a de la viande, oui. Il y a, voilà. Il y a et puis, il y a une prise en compte au niveau des gens qui vont, à mon avis, ça va se développer chez nous comme dans le reste des monts, c'est que la métropole lyonnaise et la ville de Saint-Étienne sont pas loin de chez nous. Et il y a quelque chose à faire avec ces 1 million et quelques de consommateurs qui sont à nos portes. Et il y a des vrais sujets qu'il va falloir mettre en route et qui vont se mettre en route pour nourrir ces métropolitains. Ouais. Et on est à la porte, on fait partie de la ceinture verte de Lyon et de Saint-Étienne. Et effectivement, il y a des choses qui vont bouger de ce côté-là. Et c'est vrai qu'au-delà de ces bassins de consommateurs, moi je pense qu'il y a deux choses qui font la force aussi sur notre territoire, c'est le faire ensemble, les organisations agricoles, les CUMA, enfin la capacité que le monde agricole a à trouver des solutions communes à plein de sujets, avec en plus une forte interaction avec les collectivités. On voit bien qu'il y a plein de projets qui sont accompagnés notamment par la communauté de communes, qui est très dynamique à ce sujet, et le département de la région aide beaucoup également. Et le deuxième sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a réussi à maintenir le classement en zone défavorisée simple pour maintenir ce qu'on appelle l'ICHN, donc c'est l'indemnité compensatrice pour handicap naturel. C'est quelque chose d'hyper important. Je pense que Jean-Luc, tu connais ça par cœur, mais pour des exploitations, ça peut être 10-15 000 euros par an. Donc sans cette ICHN qui vient combler le fait qu'on est en zone de montagne, donc sur un terrain, on va dire, un peu plus dur à cultiver, il y a beaucoup d'exploitations qui auraient du mal à résister. Et je le dis d'autant plus qu'il y a certaines communes de la circonscription qui ont perdu l'ICHN il y a 1 an ou 2, et elles vivent des moments assez difficiles. Bien sûr. Quand tu fais 20 000 euros de résultat et que tu as 15 000 euros d'ICHN, tu n'as plus d'ICHN, ça passe plus, quoi. Ça passe plus. Donc voilà sur la partie agricole. Et après, moi, le dernier point, c'est vraiment l'attractivité du métier agricole qui passe par les prix. Donc un des éléments importants du début de mandat, c'était les états généraux de l'alimentation qui visaient à rééquilibrer les relations entre producteurs et consommateurs. Là, la loi n'est pas allée, enfin, on est en train de l'évaluer, il y a encore des progrès à faire en fait, hein. On a un déséquilibre de rapport de force entre l'agriculteur dans son coin et les grandes surfaces qui sont hyper puissantes. Et donc, je pense qu'il y aura besoin d'un nouvel acte pour encore plus rééquilibrer les rapports de force, quoi. Pour que les matières agricoles, les denrées agricoles se vendent au juste prix. Rémunérateur pour tout le monde.
Voilà. Bon, pendant qu'on parlait, je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui se sont connectées. Je vois qu'on est 19. Alors, est-ce qu'en ligne, quelqu'un souhaite intervenir? Ah, Oui, alors, oui, allez-y. Ouais. Louis Le Sec. Oui, vous avez commencé en parlant d'agriculture, forcément ça me concerne, vous le savez, ceux qui me connaissent, mais il faut élargir. Et en prenant le propos sur, par exemple, la question des betteraviers, la question de un traitement utile ou pas utile, euh, lorsqu'on écoute l'information, lorsque la représentation nationale s'exprime, on est très souvent dans des discours manichéens du tout pour ou du tout contre. Et quand on regarde notre agriculture, même ici, quand on regarde les initiatives sur Pommet, enfin, c'est pas sur Pommet, mais les agriculteurs de Pommet qui se lancent dans la méthanisation, par exemple, qui essayent de faire évoluer des choses, je veux dire qu'à l'intérieur des professions, il y a des choses méconnues que les représentations professionnelles, institutionnelles, même, ignorent et oublient. Le coût de la betterave, moi je pourrais vous citer un jeune agriculteur, grand producteur de betterave de Picardie, qui n'utilise plus de produits de traitement parce qu'il a mis au point un dispositif de culture alliant plusieurs cultures, empêchant la venue des parasites et ne nécessitant plus l'utilisation des pesticides sur le coût de la jaunisse de la betterave. Et ça existe, mais ça passe pas, ça ne diffuse pas parce qu'on est dans des débats institutionnels. Donc, le député, il faut qu'il aide beaucoup, beaucoup à sortir d'un monde manichéen de BFM TV, par exemple. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on en parlait avec les élus juste avant sur. Enfin, on a commencé à aborder un peu le sujet de la société de l'information. On en a parlé aussi ensemble sur comment aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu poussent à justement cette vision manichéenne en disant c'est tout blanc ou c'est tout noir. Après, d'aborder le cas du monde agricole en particulier, effectivement, dans le monde agricole, il y a quand même de fait une certaine inertie. Parce que quand on investit dans un matériel, quand on se forme sur un procédé, même quand on a vu ses parents fonctionner d'une certaine manière, c'est assez compliqué de se remettre en cause, et notamment dans le monde agricole. Et donc, il faut trouver les bons moyens pour accompagner ce monde agricole dans ses mutations. Et Oui, moi, mais à l'intérieur, c'est bourré d'initiatives. ouais, et c'est ça, ouais. Il y a, là, sur le territoire des Monts du Lyonnais, le nombre d'initiatives justement de gens du monde agricole qui réfléchissent à comment faire autrement sur plein de choses. Avec la collectivité, on parlait tout à l'heure des broyeurs qui aident pour la gestion des haies. Il y a des agriculteurs dans le secteur Saint-Clément-les-Places qui s'interrogent également sur des nouvelles pratiques. Il y a des projets d'irrigation qui sortent qui émanent un peu de partout. Très clairement. Donc oui, faut encourager ces initiatives. Et Quand puis, une réglementation européenne va s'appliquer de manière abrupte à Vaugneray, alors qu'on sait que le seul moyen de maintenir une agriculture proche de la ville et avec des échanges ville-campagne, que c'est l'accès à l'eau, et que l'accès à l'eau peut être résolu parce qu'on va utiliser de l'eau d'hiver et qu'on ne va pas intervenir sur la réserve d'eau globale, je veux dire qu'on explique. C'est le rôle de faire connaître et de ne pas laisser tomber dans qu'est-ce que c'est ces gens qui détériorent la nature parce qu'ils captent l'eau des ruisseaux et ils arrosent à tout va l'été. Il y a une utilisation intelligente de l'eau et ça passe pas. Et les agriculteurs sont les premiers écologistes et les premiers à se soucier du bien-être animal. Non, mais l'agriculture n'est que le support à quelque chose de beaucoup plus profond, d'une communication manichéenne dans la société. Ouais. Et c'est vrai. Et en plus, aujourd'hui, quand on pense quelque chose, on a tendance à vouloir imposer aux autres de penser pareil. De penser pareil, oui. C'est ça qui est. Voilà. Et donc, voilà. Donc voilà, il y a... Voilà, c'était une petite alerte aux députés. C'est bien. Ouais. Non, mais dans le projet de société au sens large, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là et de réflexions à avoir pour retrouver un projet de société en commun, finalement, et arrêter de se braquer les uns les autres sur tous les sujets qui peuvent exister. Il faut savoir aussi que dans toutes les associations contre le monde agricole, il y a beaucoup d'intérêts financiers. Hein.
Je peux citer l'association L214, par exemple, parce que je ne la porte pas dans mon corps. Quand on regarde la manière dont est financée cette association, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'argent, des millions d'euros qui viennent notamment des États-Unis, de personnes qui commercialisent de la nourriture pour les véganes. Donc, on attaque la viande, etc. Ces associations, je suis sûr qu'elles sont bourrées de militants qui ont une certaine forme de conscience en disant les animaux, etc. Mais globalement, ces gens-là, je trouve, sont souvent manipulés et s'attaquent de manière très injuste, on va dire, souvent à des producteurs de viande ou autres, en jouant sur l'émotion et en prenant la vidéo, on va dire, effectivement, de l'exploitation très rare où l'animal est maltraité pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc j'espère que chaque citoyen peut faire preuve d'un recul par rapport à toutes les informations. L214 accusé de abus sur ses personnels qui tombent tous en burn-out. Et voilà. Et on veut faire de la sauvegarde des animaux. On fait tout. J'en dis pas plus. Il y avait, alors, OK pour cette première intervention, en tout cas, bien sûr, tu peux réintervenir quand tu veux. Il y avait Monique également qui avait levé la main. Monique, ton micro est désactivé. Alors Monique, voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question concernait le pass sanitaire. Je voulais savoir si ça aurait un impact sur nos communes ou si la loi allait encore bouger. Ouais. Alors, bonne question qui est vraiment d'actualité puisque le pass sanitaire, on l'a voté il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale et il est passé au Sénat là cette semaine, ces derniers jours. Je me demande même si ce n'était pas hier ou avant-hier. Donc, vous savez, pour le pass sanitaire, il doit être autorisé par le Parlement, donc députés plus sénateurs. Et donc, le texte passe d'abord chez les députés, ensuite il va chez les sénateurs. Et la semaine prochaine, il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire où des représentants des députés et des représentants des sénateurs vont essayer de se mettre d'accord sur les dispositions. Sachant que les sénateurs n'ont modifié qu'à la marge le texte, il est possible que cette commission mixte paritaire permette de tomber sur un accord dès la semaine prochaine. Et si on ne tombe pas d'accord, ça repasse encore à l'Assemblée et au Sénat. Et si vraiment on n'est pas d'accord, c'est l'Assemblée qui tranche in fine. Donc, par rapport à, si je comprends bien la question, c'est finalement quel est l'impact du pass sanitaire dans nos communes des Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, le pass sanitaire, il vise surtout à conditionner l'accès à des très grands événements à des informations type test PCR récent négatif ou personnes vaccinées. Donc, le projet de loi vise à autoriser le gouvernement sur le principe à le mettre en place et le gouvernement doit en préciser les modalités maintenant. On n'inscrit pas tout dans la loi en tant que telle. Et pour donner un ordre d'idée, le gouvernement a dit que ça pourrait concerner les événements de plus de 1000 personnes. Donc, à ma connaissance, le chien est d'accord a priori. Et donc le chien est d'accord. Donc 1000 personnes sans compter les chiens. Donc le chien peut. Donc, et en plus, je crois en milieu, voilà. Donc, s'il y a un grand festival dans les Monts du Lyonnais qui pourrait rassembler plus de 1000 personnes, en plus dans un milieu fermé, par exemple, même le travail des coursières qui rassemble plus de 1000 personnes, je suis même pas sûr qu'il serait dans la catégorie des événements concernés. Ensuite, le gouvernement va peut-être préciser également des lieux type de culture, type musée, cinéma, etc. Restaurant peut-être. Mais pour l'ensemble de sortir de chez soi, déambuler dans la rue, aller faire ses courses, le pass sanitaire ne sera pas du tout exigé a priori. Et donc, dans la loi qu'on a votée, donc d'état d'urgence sanitaire, c'est une loi qui va nous amener jusqu'à la rentrée, jusqu'à septembre. Et en septembre, on verra en fonction de la situation sanitaire s'il y a nécessité de reprolonger cette loi-là. Et dernière chose, pour ceux qui voudraient voyager à l'étranger, il y a sans doute de nombreuses destinations qui exigeront également un pass sanitaire. Donc, voilà. Et donc, dans les prochaines semaines, on aura sur l'application Tous Anti-Covid ou sur une application dédiée, je ne sais pas encore, la possibilité d'avoir ce pass sanitaire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oui, tout à fait, merci. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement, en tout cas dans la mécanique, c'est que le Parlement autorise le gouvernement à mettre en place sur le principe quelque chose, et ensuite, c'est bien le gouvernement qui
en fixe, on va dire, les contours un peu plus précis, on dit par voie réglementaire, c'est-à-dire avec des décrets ministériels. Voilà sur le parti passe sanitaire. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir également? Allez-y, vous pouvez activer vos micros. Il n'y a pas de question, c'est que tout se passe bien. Thierry qui souhaite intervenir. Exactement. Oui. Bonjour, alors attendez. J'ai activé également la caméra. Allez, ça y est. Bonsoir à toutes et tous. Certains me connaissent. Pierre Thévenon, je suis résident à Saint-Martin en haut. J'ai plusieurs activités professionnelles. Je prends ici la parole non pas en tant que chef d'entreprise où je voudrais bien qu'on fasse la part des choses sur un ensemble de choses, mais plus en tant que citoyen. Comme tu le sais, Thomas, et beaucoup, je suppose, ici sont au courant, on m'a adressé je rebondis en fait sur le sujet de Monique sur le pass sanitaire. Nous sommes nombreux de plusieurs citoyens sur les monts du Lyonnais, des dizaines et des dizaines, à s'inquiéter justement de ces dérives politiques qui viennent impacter sur le plan sanitaire et notamment viennent impacter les libertés d'aller et venir de certains. Autant on peut comprendre, on peut entendre potentiellement sur le fond pourquoi est-ce qu'il est proposé ce pass. Cependant, cela pose quand même un certain problème éthique, notamment sur le fait de considérer chaque citoyen de nos jours, malgré qu'il soit en bonne santé, comme un potentiel porteur, de le considérer comme un potentiel malade au détriment de sa bonne santé. Donc, on écarte de fait et de principe ce qu'on appelle donc de la ségrégation ou de la discrimination, suivant le terme que vous voulez adapter, qui vous semble le plus adapté, des personnes qui souhaiteraient potentiellement juste être considérées, on va dire, comme porteuses saines. Moi, je m'offusque pleinement de cette mesure de passe sanitaire. Je ne vois pas en quoi, par exemple, si je parle en mon nom, moi qui me suis aujourd'hui en bonne santé, en quoi je dois prouver à qui que ce soit mon état de bonne santé. J'aime bien faire des fois la corrélation avec la justice. À ce jour, on est tous, pour quelques raisons, tous des présumés innocents. C'est comme si demain, on devenait tous présumés coupables devant montrer, en fait, éventuellement, on va dire, un certificat ou un document attestant comme quoi on est innocent. Voilà, donc on est passé du présumé innocent au présumé coupable. C'est un petit peu la même chose au niveau sanitaire. On est tous potentiellement des porteurs. Déjà, ensuite, deux autres aspects qui, il me semble, au niveau du pass sanitaire, nous offusquent quand même pas mal. C'est que, si je me permets de parler, je parle en mon nom, mais aussi également, et j'ai l'accord de certains, au nom de nombreux citoyens qui ne sont plus entendus, qui ne sont plus écoutés depuis quelque temps. La preuve, la pétition que je t'ai envoyée, qui aujourd'hui a été signée par plus de 380 personnes, j'ai reçu uniquement en fait une réponse de ces collaborateurs parlementaires. Donc, ça prouve l'intérêt qui est porté à une part des citoyens. Il me semblait qu'on était tous unis, qu'on avait tous le même droit, on va dire, d'écoute. J'aurais espéré quand même une réponse de ta part. Bref. D'autre part, ce qui ne justifie pas, selon nous, en fait, également ce pass sanitaire, c'est qu'à ce jour, scientifiquement parlant, étant donné que j'ai énormément recherché, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas, le fait d'être vacciné ne nous empêche pas potentiellement de propager le virus. Personne ne s'engage là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un de vacciné qui peut propager le virus pourrait accéder à un endroit où quelqu'un de non vacciné pourrait le propager aussi également potentiellement? On a très peu d'études également sur les fameux asymptomatiques, les fameux porteurs asymptomatiques. Est-ce qu'ils transmettent réellement le virus? Quelle est la charge virale qu'ils transmettent? En gros, voilà, quelqu'un en bonne santé est devenu un malade qui s'ignore, comme dirait Molière. À ce sujet, et puis même également le fait de faire un test 48 heures avant, qu'est-ce que ça donne comme garantie, puisque dès lors où vous êtes sorti de l'endroit où vous allez faire votre test, vous pouvez attraper le virus, on va dire, dans l'heure qui suit, donc ça ne garantit strictement rien. Voilà.
À ce jour aussi également, hein, on se rend compte de plus en plus, il suffit d'aller dans les hôpitaux justement pour le constater, que le niveau de protection annoncé par les laboratoires est beaucoup plus bas, enfin que le niveau de protection est quand même beaucoup plus bas que ce qui était annoncé par les laboratoires en termes d'efficacité. Il suffit d'aller dans les services de réanimation pour constater qu'il n'y a pas 0 personne atteinte du Covid qui ont été vaccinées. Voilà, il y en a même sur la commune qui, malgré leur vaccination, ont fait une forme grave là, du Covid récemment, qui sont décédés, dont je tairai les noms. Voilà, donc c'est une forme de ségrégation et Je à me ce permets jour, juste voilà. pour Oui, qu'on ait tous le temps de parler, mais je t'écoute. tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc à ce jour, je suis offusqué. On t'a envoyé une pétition. Monsieur le maire qui est à côté de toi également a été averti, puisque j'ai écrit à tous les élus de la communauté de communes, sans exception, pour les avertir également, comme quoi il y avait quand même une part de leurs administrés, des citoyens qu'ils représentent, qui s'inquiétaient justement des dérives politiques en lien justement avec le sanitaire, avec des dérives qui sont beaucoup plus politiques que sanitaires, euh, voilà, animées par quelques journalistes, quelques scientifiques qui maintiennent un état de peur constant. Ok. On a tous envie, je pense, de retrouver voilà, une vie normale, sauf qu'à ce jour, la politique est en train de nous dire clairement, vous allez redevenir libre sous condition. Ça marche. Bah, Alors, c'est plus une liberté. je vais t'apporter Oui, une réponse déjà, parce que j'ai déjà noté 4 ou 5 points, et puis je pense que ça serait bien que tout le monde puisse avoir la parole. Alors, pour commencer par une dernière question sur est-ce que les vaccins sont une garantie à 100% pour les individus? Je pense que la réponse est non. Et je ne crois pas avoir entendu un seul responsable politique qui a dit que le vaccin était garanti à 100%. Ça réduit juste exactement. énormément le fait d'avoir une forme de grave. Et aujourd'hui, c'est à ma connaissance la seule solution crédible dont on dispose pour envisager une sortie de crise. Donc moi, je suis vraiment pour le vaccin. Et j'allais dire, c'est un peu, si je faisais la comparaison, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Moi, je trouve plein de gens qui mettent la ceinture de sécurité et qui malheureusement ont un accident et qui peuvent y passer, voire même des personnes qui peuvent décéder du fait de la ceinture de sécurité. Si par exemple la voiture plonge dans un étang et que tu restes coincé à cause de ta ceinture, il y a même un cas sur 1 million où la ceinture de sécurité peut être l'élément qui voilà. Mais ça reste beaucoup plus sécurisé de rouler dans une voiture avec une ceinture de sécurité. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos anciens l'ont autorisé. Je pense que ça serait, à l'heure d'aujourd'hui, il y aurait une polémique énorme de dire pourquoi vous autorisez la ceinture, chacun devrait avoir la liberté de mettre ou pas sa ceinture, ça concerne sa vie, etc., etc. Je serais content que nos anciens aient le courage d'interdire, d'obliger la ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière. Le deuxième point, enfin le premier point que tu évoquais, c'était sur le fonctionnement de la démocratie et de la pétition. Effectivement, il y a eu de nombreuses pétitions qui ont été faites à ce sujet-là. Moi, en tant que député vers Sylvie, on doit recevoir de l'ordre de 200 mails par jour pour donner un peu l'ordre d'idée. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé la réunion, là, on a dû recevoir une quinzaine, une vingtaine de mails, ce qui n'est pas toujours simple à gérer. Concernant le mail que tu nous as adressé, je regardais pendant que tu parlais, on y a répondu effectivement sous 2 jours, ce qui me semble, on va dire, un délai raisonnable compte tenu de la charge qu'on a. Et tous les jeudis à 19h, en plus, je suis disponible en visio, donc tu peux venir comme tu le fais là. Donc, en termes de contact député-citoyen, on est de mettre la barre assez haut. Et je crois savoir en plus, Pierrick, que tu disposes de mon numéro de portable par ailleurs si tu veux me joindre. Donc, j'essaie d'être le plus disponible. Ensuite, concernant, dernière chose, ton parallèle, on va dire, entre les présumés coupables et le pass sanitaire, la situation est un peu différente. Parce qu'effectivement, heureusement, dans notre pays, tout le monde est à la présomption d'innocence, puisque causer un tort à un autre est un acte volontaire. Si je cause un acte à mon prochain, c'est quelque chose de volontaire. Malheureusement, concernant la crise sanitaire, je peux être un porteur asymptomatique du Covid et participer à la propagation virale sans pour autant en avoir la volonté, le faire inconsciemment. Et donc, c'est ce qui fait que on doit prendre des mesures, on va dire, plus larges, sans préjuger de la mauvaise volonté des gens.
Et dernier point concernant le pass sanitaire, puisque c'était un peu le fond de la question. En fait, sur le pass sanitaire, moi, j'ai vu beaucoup de peurs qui sont apparus parce que les gens, de bonne foi sans doute, du fait des réseaux sociaux et de plein de choses, ont cru qu'on allait instaurer un pass sanitaire qui allait être demandé, y compris pour sortir de chez soi, comme ça a été fait au moment des attestations pour le confinement. Et d'ailleurs, certains pays font ça. Certains pays, pour sortir de chez soi, aller faire les courses, du moment où on est sur l'espace public, il y a un pass sanitaire. Ce n'est pas du tout l'esprit de ce qui est prévu en France et dans l'esprit de ce qui se met en place dans nos pays voisins au niveau européen. L'idée est vraiment de dire, là où on ne veut pas garantir que les gestes barrières puissent être faits, par exemple dans une manifestation de plus de 1000 personnes, eh ben, on a deux choix en fait. Soit on dit on ne met pas ce pass sanitaire, dans ce cas-là, on ne réautorise pas ce genre de manifestation, et ça veut dire que cet été, il n'y aura pas de festival de musique. Ou soit il y a une deuxième option qu'on essaie de creuser, c'est de dire, pour permettre une réouverture plus rapide de ce genre de manifestation, on demande simplement à ceux qui vont y participer, étant donné l'impossibilité de faire les gestes barrières, d'avoir un pass sanitaire. Et même en France, on est même plutôt light, puisque ce pass sanitaire peut être réalisé soit du fait d'une vaccination ou du fait d'un test PCR négatif. C'est-à-dire que pour avoir le pass sanitaire, il ne faut même pas forcément se faire vacciner à 100%. Donc, on est dans un équilibre qu'on essaie de trouver qui me semble quand même assez respectueux des libertés individuelles, tout en ayant effectivement un objectif de résolution de la pandémie. Donc voilà, c'est notre travail d'essayer de trouver cet équilibre. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, voilà, c'était une question plutôt longue. J'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. Si tu as répondu, est-ce que je peux réintervenir à mon Oui, bien sûr. niveau par rapport à ta réponse? Donc, par rapport au vaccin, alors, comme qui dirait, je ne suis ni médecin, ni scientifique, ni quoi que ce soit. Donc, en 1 ou 2 minutes, si possible. ouais, je vais essayer de faire très vite. Alors déjà, d'une part, en fait, quand on regarde juste les données, en fait, je suis allé sur l'Agence européenne du médicament, des choses comme ça, etc. En fait, ce que vous demandez quand même, vous incitez, et c'est ce que je trouve un petit peu dramatique pour moi, voilà, la seule personne, je dis bien la seule personne qui devrait potentiellement nous conseiller de nous faire vacciner ou non, ça devrait être notre médecin traitant. Je ne vois pas en quoi le politique intervient sur notre santé proprement dit. Déjà, d'une part. Ensuite, ce qu'il faut savoir, là, on a quelques doutes quand même. Et c'est là où je suis stupéfait de voir que vous suivez quand même régulièrement, c'est quand même que le vaccin, à ce jour, on est encore sur des phases 3, donc des phases dites expérimentales, notamment qui prend fin en décembre 2022 pour Moderna, quand on consulte les documents de l'Agence européenne du médicament, et décembre 2023 pour le Pfizer, Comirnaty. Voilà, donc en gros, on n'a pas encore fini les phases expérimentales, on n'est que sur des données partielles, donc qui à ce jour ont donné des résultats testés par les labos eux-mêmes. Forcément, on se doute bien que les labos ne vont pas avoir des études qui vont à l'encontre de leur vaccin. Et on connaît très bien qu'en principe, quand on diligente certaines études, on va dire tout va être fait pour les orienter, on va dire, dans un certain sens. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur les vaccins là, que vous conseillez de vacciner, comme je dis, que chacun veuille se faire vacciner, tant mieux pour lui. Après, par contre, inciter à la vaccination quand on a encore des gros doutes sur un ensemble de choses, notamment, vous prenez le Pfizer, notamment sur l'ARN messager. On ne connaît pas trop spécialement les effets à moyen ou long terme, on ne sait pas, peut-être que ça sera super efficace, je ne sais pas, sauf que personne n'est capable de le garantir. Donc, on s'engage sur de la confiance que personne, en fait, est capable de prouver à ce jour. C'est qu'on ne peut pas avoir confiance à long terme, on ne sait pas. Donc, quand on dit « allez-y, c'est sûr », non, on ne peut pas savoir. Okay, il y a un ensemble de choses comme ça. Donc, il y a plein de données, on va dire, qui sont quand même hypothétiques. Et quand je reprends, et je termine là-dessus, quand je reprends, par exemple, je suis allé voir sur le site mesvaccins.fr ou .com, je ne sais plus, tous les vaccins qui sont en service, notamment, enfin, qui sont mis sur le marché, notamment en France, on reproduit un petit peu finalement la même erreur qu'en 2009 avec la grippe H1N1. Pour la grippe H1N1, pareil, branle-bas le combat, vaccin. Plein de vaccins qui sont sortis en urgence. À ce jour, sur les 8 vaccins qui étaient sortis pour la grippe H1N1, notamment, il y en a 4 qui ont été retirés du marché. Donc, il faudrait qu'on m'explique entre-temps qu'est-ce qui a vraiment changé. Et surtout, et dernier point, et je terminerai là-dessus, là on a le gros doute, c'est que j'avoue sincèrement, quand on regarde quand même le plus développé en France, qui est le vaccin Pfizer, quand on regarde le laboratoire Pfizer et notamment tous ses antécédents juridiques qui a cumulé, là, en l'espace d'environ 20 ans, environ plus de 4 milliards
4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars de contraventions, si on peut dire ça ainsi, pour des pots de vin, pour avoir payé des politiques, pour faire passer certains de leurs produits, pour des faux documents, pour des fausses données, etc. Comment est-ce qu'un politique peut s'engager sur une relation de confiance sur des laboratoires qui ont un passif qui est quand même relativement douteux? Bon, je vais t'apporter quelques éléments de réponse. Alors, bon, moi, il y a deux choses que tu as. Bon, il y a deux points dans ce que j'ai retenu dans ta question. Déjà, je suis content d'avoir cet échange parce que, pour ma part, je trouve tes propos extrêmement excessifs et je n'arrive pas encore à comprendre réellement le fond de ta motivation. On va dire si c'est réellement de manière très, très honnête des vrais doutes ou s'il y a d'autres motivations. Mais chacun se voit midi à sa porte, on va dire, concernant les motivations de ses propos. Mais j'essaie quand même de te répondre de manière extrêmement rationnelle. Le premier point, tu as dit en quoi le politique se mêle de notre santé. Mais en fait, le politique, déjà, moi, je suis un citoyen qui a temporairement des fonctions. Mais en fait, je suis, au travers de l'élection, chargé par mes concitoyens, justement, d'essayer de les représenter au mieux sur l'ensemble des domaines, notamment la santé, l'éducation, la justice, la sécurité. Mais les affaires de santé, c'est des affaires éminemment politiques. Il faut bien que quelqu'un décide des cadres, d'autant plus dans un pays comme la France, qui dépense une grosse partie de son budget sur la partie sécurité sociale. Les médecins, la manière dont ils agissent, le cadre dans lequel ils agissent, leur tarification, ce qu'ils peuvent faire, tout ça est déterminé par des orientations politiques. Les médecins ne sont pas des gens qui interviennent comme ça de manière totalement autonome. D'ailleurs, ça n'existe pas dans la République, d'autant moins quand ce sont des personnes qui sont payées avec de l'argent public. Sur le vaccin, en début de mandat, c'est le politique qui a décidé l'obligation vaccinale pour les enfants. Quand tu vas en Guyane, en France, c'est le politique qui décide que tu dois être vacciné par la fièvre jaune. C'est le principe justement d'une démocratie que des citoyens demandent à des personnes de les représenter pour essayer de prendre des décisions derrière qui s'appliquent à tous. Et c'est parfaitement sain que derrière, les citoyens exigent des comptes et interpellent leurs représentants quand ils ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre, on va dire, les décisions qui sont prises. Ensuite, sur le deuxième aspect, plus sur la méthode de ton intervention, là, franchement, tout y est passé. Le doute sur l'efficacité des vaccins, les intérêts financiers des labos, le complot, la corruption des politiques. Enfin, moi, pour ma part, ma position, et je ne suis sûr de rien, c'est que je suis extrêmement content de vivre à une époque où, en moins d'un an, la science et la mobilisation au niveau mondial a permis de trouver un vaccin à une pandémie comme celle-ci, qui, il y a encore 10 ou 20 ans, aurait fait beaucoup plus de dégâts et de dommages. Et je pense qu'il faut avoir cette confiance dans l'avenir. Et concernant les relations avec les laboratoires, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse l'Agence européenne du médicament ou l'Agence de sécurité sanitaire en France, c'est le bon fonctionnement du vaccin, plus que ce qu'a fait le labo et voir sa nationalité. Et le cycle de validation d'un vaccin est assez sévère. Là, j'en parlais cette semaine avec les responsables de Sanofi qui sont en train de travailler sur leur propre vaccin, qui, du fait du cycle de validation, ce propre vaccin sera disponible qu'à la fin de l'année. Donc moi, j'ai une parfaite confiance dans les autorités sanitaires, que ce soit à l'échelle française ou européenne, qui délivrent l'autorisation de tel ou tel vaccin. Et cette confiance ne m'empêche pas d'être extrêmement rigoureux dans le contrôle et dans la transparence sur la manière dont sont prises les décisions. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui nous différencie, c'est que moi, je fais profondément confiance à l'avenir et je suis profondément content de vivre dans une société où on a su mobiliser les moyens pour trouver en moins d'un an un vaccin qui, j'espère, permettra dans les prochains mois de nous tirer de cette mauvaise situation et de revenir le plus rapidement possible à notre vie d'avant. Mais je comprends parfaitement qu'on puisse avoir des avis différents et ce n'est pas choquant en démocratie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ouais. Attends, je voudrais juste rebondir sur un petit... Mais s'il vous plaît, on pourrait peut-être aller jusqu'au bout de la logique de monsieur. La logique de monsieur, il faut attendre 3 ans, il faut laisser crever les grands-mères, il faut enfermer les travailleurs et arrêter l'économie en attendant qu'on soit dans les règles européennes. Moi, c'est ce que j'ai entendu et vous aviez oublié votre conclusion. Ok. Alors, ce que je propose, c'est… Alors, non, je voudrais… Vraiment, je vais être très rapide. Je veux juste répondre à monsieur.
Ouais, non, mais il y a pas de conclusion. Vous tirez une conclusion que je n'ai aucunement tirée. Donc, je me permettrai de vous dire de garder vos conclusions pour vous. Ce n'est aucunement ce que j'ai dit. Thomas, tu as parlé comme quoi je remettais en cause tous les vaccins. Ce n'est pas le cas. Je remets en cause, voilà. Et actuellement, on a juste des doutes, voilà, sur la chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner. Je dis juste éventuellement que là, aujourd'hui, on nous incite à nous vacciner, notamment pour accéder à des endroits ou autres. Que ceux qui veulent se faire vacciner, qu'ils y aillent. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais de là à dire ceux qui veulent. Et pareil, également, juste une petite chose, j'aimerais bien juste revenir sur un point. C'est que tu as parlé de complot. Je n'ai à aucun moment parlé de complot. C'est toi qui utilises ce terme, donc ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, ce n'est pas vrai. Merci Pierrick pour ton intervention. Je propose de prendre une autre intervention pour qu'on puisse aborder éventuellement un autre sujet ou le même sujet si vous souhaitez parler du même sujet. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur un autre sujet? Je vois qu'il y a eu 20 personnes qui sont connectées, ce qui est pas mal. C'est mieux de faire 20 personnes dans une commune de 1000 habitants que 30 dans une commune qui fait 10 000. Ou dans la salle également, est-ce qu'il y a d'autres… tout le monde a été lessivé par l'échange qui a eu lieu. Allez-y, mais je vais peut-être… Ah, pardon, alors quelqu'un peut… Oui, sur le développement durable. Quelle est la… Pour moi, le premier axe qu'il faut faire, c'est réduire la consommation. Ouais. Plus on va réduire, plus on va en sortir. Ouais. Alors, donc je répète l'intervention qui a été faite, c'est de dire sur le développement durable, ce qu'il faut, c'est réduire la consommation, donc à la fois de mobilité, de chauffage, d'électricité. Ouais. Alors, ouais. Donc la question est en fait, est-ce qu'on est condamné à réduire nos consommations? Ouais. Moi, en fait, je pense que, là encore, moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste et je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des moyens pour avoir le même niveau de qualité de vie tout en étant plus respectueux de la planète. Par exemple, en matière de chauffage, je pense qu'on peut réduire la quantité de chauffage qu'on consomme, mais non pas en ayant plus froid, mais en ayant des bâtiments plus isolés. Et je trouve que quand on voit que 30% de la dépense énergétique au niveau national, c'est du chauffage, je pense que ça devrait être une clé. Sans doute, on ne met pas assez de moyens aujourd'hui là-dessus. Et le deuxième point, deuxième idée moi, que j'essaie de pousser au niveau national, c'est que je pense qu'on s'en sortira en termes de développement durable en électrifiant davantage d'usages, que ce soit en termes de chauffage ou de mobilité, pour décarboner l'économie. Donc, en gros, plus de voitures électriques, moins de voitures à pétrole, plus de pompes à chaleur, moins de chaudières au fioul. Et que cette électricité, on peut la produire en France de manière totalement décarbonée, avec un bon mix entre les énergies renouvelables, solaire, éolien notamment, hydroélectrique, et le nucléaire. Donc, je suis en train de mener une mission sur le nucléaire en juillet. Il me semble que c'est sur ces deux piliers que doit reposer notre politique énergétique en matière d'électricité. Moi, j'irais plus loin. C'est quelqu'un qui avait laissé son micro allumé sans faire exprès. Je pense que chaque citoyen, s'il fait attention, peut faire un geste. Oui. Je vois dans la maison, ça arrive à être positif. Je produis plus d'électricité que je consomme, 5 mois sur 12. Ouais. Parce que tu as des panneaux solaires chez nous. Voilà. Mais ça. Oui, je pense que tout geste pour la planète est un geste positif. Et on chauffe pareil. Mais on n'a pas conscience qu'on fait. Ouais. Que chacun fasse attention pour l'eau, pour les. Ouais. Et l'eau, c'est pareil. Ouais. Et… On récupère l'eau et on arrose avec l'eau correcte. Mais là, encore une fois, je trouve que sur ces questions-là, on est hyper anxiogène. Moi, un des points qui me fait le plus peur, là, j'ai fait une visioconférence avec les jeunes majeurs de la circonscription là, lundi. On avait préparé un questionnaire pour les participants. C'est le nombre de moins de 25 ans aujourd'hui qui n'envisagent même plus d'avoir d'enfants parce qu'ils disent « Ah, quelle planète on va leur laisser, ça sera invivable ». Enfin, on est dans quelque chose d'hyper anxiogène, alors qu'aujourd'hui, il y a des solutions, on va dire, qu'on peut mettre en place pour être plus vertueux en matière de dépenses carbone, de dérèglement climatique.
Et voilà, je trouve que là, encore une fois, il ne faut pas qu'on décrive demain comme une terre qui sera totalement invivable. Au contraire, il faut redoubler d'énergie pour faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Et le faire sans doute de manière plus dynamique. Et je pense que pendant ce quinquennat-là, on a fait beaucoup plus que les quinquennats précédents, mais sans doute encore beaucoup moins qu'il faut. Et qu'il faudra continuer le mouvement, on va dire, il faut continuer le mouvement de l'année prochaine. Et d'ailleurs, pour revenir à l'échelon communal, au niveau de la commune de Pomey, donc toi, tu m'as dit voiture au biogaz, panneaux solaires, vous faites pas mal de choses. Oui, on a eu des panneaux solaires qui ont été installés sur le territoire, soit à l'initiative de la commune, soit à l'initiative d'intervenants du type le CIDER ou Mons Énergie. Et c'est vrai que c'est un peu anecdotique, mais quand même, ça marque un peu l'esprit. Le dernier véhicule qu'on a acheté au niveau communal roule au biogaz produit par Métamoli, à l'origine des agriculteurs du territoire de Pomey. Voilà, on essaie de boucler la boucle et voilà, on essaie. Les bâtiments sont majoritairement très bien isolés aujourd'hui. Et on a un mix énergétique qui nous permet de ne pas être dépendant d'une seule énergie, mais d'aller dans le bon sens. Il nous reste une chaudière à fioul sur la commune. Ouais. On va bientôt, on espère, pouvoir faire évoluer. Il y avait une idée à un moment donné d'une chaufferie collective, mais je ne sais pas si c'est compliqué à mettre en place. C'est très compliqué à mettre en place, relativement coûteux quand même à notre niveau. Donc, on avait plutôt opté pour deux chaudières à granulés de bois qui ont été installées. Ça marche. Bon, voilà, je ne sais pas si ça… Oui. Par rapport à l'énergie, on a plein de démarches qui se font pour les personnes âgées, pour l'isolation en tout ça, et alors que c'est des escrocs qui appellent. Ouais. Comment protéger ces personnes? Le parc éco-habitat. Ouais. La question est comment protéger les personnes âgées face à des démarches d'isolation à 1 euro. Puisqu'effectivement, il y a des vrais mécanismes qui existent pour prendre en charge de tels travaux et il y a comme toujours des magoulins qui en gros. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, je pense que la bonne réponse, c'est toi qui l'as donnée. La bonne réponse, c'est qu'il faut absolument inciter les gens à consulter le parc éco-habitat qui est sur notre territoire. Et, hein? C'est toujours défendu le parc éco-habitat. Oui, mais c'est ça. La réponse, elle est là. C'est-à-dire que le parc éco-habitat apporte un conseil gratuit, bien sûr, pour les personnes sur l'isolation en euros, mais aussi sur les panneaux solaires, parce que sur les panneaux photovoltaïques, c'est pareil. Il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Et le parc éco dispose d'un cadastre solaire qui peut aider à la décision et éliminer au plus possible toutes les fausses propositions. Ouais. On a une grande chance d'avoir ce service là, à quelques kilomètres d'ici. Et qui est au point avec des gens compétents et qui sont là pour répondre à toutes ces questions. Ouais. Donc voilà. Voilà pour le sujet développement durable. Bon, il y aurait tellement à dire sur le volet développement durable. Là, on vient de voter une loi climat et résilience qui a pas mal de dispositions aussi issues de la Convention citoyenne pour le climat, avec certaines très ambitieuses, d'autres qui vont pas assez loin. Ce qui est, à mon sens, le plus compliqué sur ces sujets de développement durable, c'est quand on avance, forcément, ça fait bouger les habitudes et ça remet un peu les équilibres existants en place. Et on a tous nos habitudes et nos petits conforts. Et des fois, c'est compliqué d'évoluer. Donc, ça demande beaucoup de pédagogie pour essayer d'avancer tous ensemble sur ces sujets. Donc, je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent à 19h53. Alors, il nous reste encore le temps éventuellement de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'on peut t'interpeller sur la question complémentaire de l'énergie et du financement des mesures, puisque tu as dit que tu étais favorable aux économies d'énergie, ne pas consommer avant même de savoir comment produire. Et donc, on sait que le coût de l'isolation est considérable et qu'il fait appel à des masses monétaires considérables. Et ça pose la question des États et de leur accès au crédit pour financer la rénovation du public, et ça pose des questions financières importantes concernant le privé dans ce domaine-là. Et à l'heure actuelle, on est dans une situation bancaire où la limitation vient de la capacité de création monétaire des banques qui vont vers les marchés financiers avant d'aller vers l'accompagnement de l'économie. Plusieurs grands économistes ont posé la question et disent pourquoi les politiques
et les politiques européennes ne vont pas plus loin dans la capacité des banques centrales à aller dans de la création monétaire massive pour pouvoir parvenir au financement de l'enjeu qui est derrière. Et on sait que l'Allemagne vient enfin, à partir du soutien à l'économie face au Covid, de casser sa attitude ancestrale de refus de voir les banques centrales passer à la création monétaire. On a ouvert une brèche. Qu'est-ce que vous faites pour aller vous enfiler dedans? Ok. Alors, il y a deux sujets. Bon, je pense que déjà, on est tous convaincus sur le fait que l'isolation, c'est un axe sur lequel on doit avancer, sur la rénovation et surtout sur les nouveaux bâtiments, Oui. avec les normes, les réglementations thermiques qui sont de plus en plus exigeantes et les réglementations thermiques, les RT 2020, etc. Le deuxième sujet, c'est celui du financement, mais qui peut s'appliquer à l'isolation ou à plein d'autres sujets. Alors, l'intervention a été un peu technique sur la création monétaire. Je ne sais pas si tout le monde suit bien les choses, mais la création monétaire, moi, pour simplifier un peu les choses, je dirais, c'est faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire c'est fabriquer de l'argent d'une certaine manière. Et les États ont souvent fait ça, notamment pour financer des campagnes de guerrières, on va dire, dans l'histoire. Oui. Et on l'a fait récemment pour financer une partie du plan de relance en faisant de la création monétaire au niveau de la Banque centrale européenne, qui jusqu'à présent n'était pas tolérée, on va dire, par les États. Donc, il y a déjà une première voie dans ce sens. Il y a une seule limite à ça, c'est que quand on crée virtuellement de la monnaie comme ça, il faut faire attention à l'inflation et la valeur. Non. Honnêtement, les économistes d'aujourd'hui nous montrent que l'histoire des Allemands qui sont tombés dans l'hyperinflation parce qu'ils ont fait de la création monétaire est une erreur historique sur le plan économique. Faut écouter les chercheurs en économie là-dessus. Les économistes là-dessus ne sont pas encore tous tout à fait d'accord, mais si j'avais le raisonnement par l'absurde, je dirais, ça y est, on a trouvé la solution à tous les problèmes, on va fabriquer des billets, si ça ne génère pas de l'inflation, c'est génial, on va tous devenir super riches et on va distribuer ces billets à tout le monde et tout ira bien. Je pense que la réalité, d'après ce que j'ai compris, j'en ai pas la certitude à 100%, c'est que les économistes n'ont pas encore tout à fait compris l'ensemble des mécaniques, on va dire, qui existent en matière de théorie monétaire, et que dans le contexte dans lequel on vit de taux très bas et d'inflation, on va dire, relativement maîtrisée, on a effectivement une certaine marge de manœuvre pour faire de la création monétaire, sans pour autant que la valeur de l'euro dégringole et donc que les prix, on va dire, repartent à la hausse. Et parce que les autres font un peu ça, notamment les Américains font un peu ça. Donc on a un peu de marge de manœuvre, mais il ne faut pas croire qu'on peut imprimer des billets de manière illimitée. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. On peut effectivement dégager des ressources. Et moi, je partage le fait qu'avec le plan de relance, on a fait sauter certains verrous sur l'action des États. On a dépensé d'ailleurs les États, les économies occidentales, grosso modo, États-Unis, Europe, ont dépensé 25% de leur richesse nationale sur du plan de relance. Les 100 milliards d'euros en France, aux États-Unis, ils ont été encore beaucoup plus puissants. Et donc, effectivement, ça crée un précédent dont on voit que l'économie, quand tout le monde le fait, on va dire, les impacts, on va dire, sont assez négatifs. Et c'est sûr qu'il faut peut-être que ce qu'on a fait avec le plan de relance, on puisse se le permettre, on va dire, pour financer des grands projets en matière de développement durable. C'était bien ma suggestion. Et donc, je suis d'accord avec ce sujet. Si tout le monde si à l'échelle européenne, tout le monde est d'accord pour le faire, on peut avancer dans ce sens-là, dans une certaine mesure, parce qu'il ne faut pas avoir non, mais tu as raison. De créer de l'argent magique. Voilà. Mais la question de la théorie monétaire, c'est super, c'est assez technique. Oui, mais c'est aussi à ce niveau-là que tu décides, mon grand. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je suis assis, donc là, c'est moins bon. Ça. Bon. Est-ce qu'il reste éventuellement une question ou une intervention? On peut prendre éventuellement. Oui? Oui, non? Ah, je vois qu'il y a Monique qui a relevé la main, sauf si c'est une erreur. Oui, moi, je voudrais bien intervenir, si c'est possible. Allez.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, Laetitia, c'est ça? Alors, bonjour. Donc, moi, je suis infirmière à domicile, donc dans le domaine de la santé. Donc, je parle en connaissance de cause. J'aimerais rebondir sur le pass sanitaire et justement sur les solutions existantes pour sortir de ce Covid et de ce virus. Tout à l'heure, vous avez avancé l'argument et le seul argument que pour sortir de cette épidémie, nous n'avions comme arme que le vaccin. J'aimerais quand même préciser que c'est un leurre, un mensonge et une volonté médiatique de faire croire à tous nos citoyens qu'il n'existe aucune autre solution. Je pense qu'il ne faut quand même pas ignorer qu'il existe un collectif de médecins libres qui a exposé quand même qu'il existait des traitements préventifs et curatifs pour soigner le Covid, que ces traitements-là, on n'en parle pas dans les médias. Je pense que c'est aussi une volonté politique. Et j'aimerais rebondir aussi sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Le Sec, quand il a dit qu'on a laissé crever nos vieux et que Monsieur Thévenon avançait et soutenait que ce qu'il défendait, c'était pour laisser crever nos vieux. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui s'est passé à la première vague. On a interdit quand même à nos médecins de prescrire les seuls traitements qu'il existait. Donc, je pense que de dire à la population que la seule solution, c'est de se faire vacciner, c'est un mensonge. Ouais. Et qu'il faudrait quand même essayer d'utiliser toutes les voies qu'il existe. Ok. Donc, bon, déjà, merci pour votre participation au débat. Il me semble que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est que la vaccination était la meilleure chance dont nous disposions pour résoudre l'épidémie. Bon, je ne pense pas. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu, mais je pense que vous êtes infirmière. Moi, j'ai aussi un peu travaillé sur le sujet. Ni l'un ni l'autre n'est scientifique, et donc je pense qu'on a à peu près le même niveau, voire même vous êtes un peu en avance sur moi, étant donné que vous pratiquez des soins. Mais voilà, mais je pense qu'on est globalement, on va dire, et même les médecins, vous parlez des médecins. Moi, je respecte énormément les médecins, mais les médecins, depuis toujours, ont des controverses au sein de leur profession extrêmement importantes. Par exemple, si vous prenez des techniques type l'homéopathie, type plein de choses, vous avez des médecins qui y croient totalement et des médecins qui y croient totalement, qui croient pas du tout dans leur pratique. Moi, sur ce genre de sujet, j'ai plutôt tendance, enfin, les médecins ont une parole importante, mais je pense que les personnes qui sont assez importantes à étudier, à écouter, ce sont les scientifiques et notamment les épidémiologistes qui font de la recherche de fond et qui maîtrisent vraiment les dynamiques qui peuvent exister. Et tant mieux si les médecins, il y a un débat, des controverses qui existent entre eux, mais de ma fenêtre, je ne crois pas que la parole de quiconque soit bridée. On a notamment entendu un médecin qui est très compétent par ailleurs, qui est le professeur Raoult, mais qui avait des visions des fois de manière… Il est traité de charlatan quand même. Quel médecin a eu plus de résonance médiatique que le professeur Raoult, qui a proposé des choses par rapport à l'hydroxychloroquine, qui à un moment donné ont fait un buzz formidable, et qui finalement, quelques mois après, lui-même a reconnu que ses thèses il y a plein de sujets sur lesquels il est hyper bon. Enfin, ce qu'il a fait à l'IHM, tout ça, c'est génial à Marseille, mais il a reconnu lui-même que ce qu'il avait indiqué était parfois effectivement des hypothèses qui n'étaient pas tout à fait vérifiées. Donc en fait, on est dans un monde où souvent, il faut admettre les choses, c'est qu'on doit prendre des décisions politiques alors que les scientifiques eux-mêmes sont très partagés sur certains sujets. On navigue un peu dans le brouillard sur plein de sujets. Et le pire des trucs qui a été le plus douloureux, j'allais dire, d'un point de vue politique, c'était la question des masques aussi, par exemple, où à un moment donné, vous aviez l'OMS qui vous disait le masque ne sert à rien, etc. Et en plus, en France, on n'en avait pas beaucoup, donc on a plutôt eu tendance à les croire, parce que dans tous les cas, il n'y en avait pas pour tout le monde en plus. Et là, je peux reconnaître que c'était une déficience gouvernementale de ne pas avoir anticipé suffisamment le stock de masques. Et puis, 10 jours après, finalement, les scientifiques vous disent « Ah ben si, finalement, le masque, etc. » Et donc, nous, les politiques, en plus, on passe un peu pour des, je ne sais pas quel mot on peut trouver, mais pour des incompétents, en disant 10 jours avant, le masque, ça ne sert à rien, et 10 jours après, on impose à tout le monde. Donc, moi, je ne peux devant vous que faire preuve d'utilité en disant que les décisions sont difficiles à prendre parce que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, une chose aussi que j'aimerais avancer, c'est qu'au niveau médical, les médecins, même moi-même, je pourrais être tentée. Les décisions en matière d'orientation de traitement sont très faciles à prendre puisqu'il faut quand même savoir
que rien qu'à mon niveau, si un patient est étiqueté Covid, mes actes sont quand même payés 3 fois plus cher. Un médecin, s'il a une consultation avec une personne Covid, sa consultation est rémunérée quand même 2 fois plus. Donc, on est quand même en droit de se poser des questions dans ce pays. Pourquoi c'est comme ça, ouais. Pourquoi ça se passe comme ça? Oui. Alors, pour moi, un malade Covid ou non Covid, ils ont la même valeur au niveau de leur vie et de leurs besoins. Alors, en fait, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de tarification qu'on considère que le malade Covid est plus important que l'autre. À mon avis, pour tout vous dire, moi… Non, mais ça oriente bien notre décision quand même. Non, mais quand on a le Covid, c'est objectivement qu'on a un test PCR, c'est-à-dire que le médecin, lui, ce n'est pas une décision qu'il a, c'est qu'il regarde le test PCR et soit c'est positif, soit c'est négatif. Hein. Et les laboratoires ne vont pas s'amuser à trafiquer les tests pour mettre plus… Non, mais les techniques déjà utilisées, le PCR à l'origine, c'est quand même pas un test qui est fait normalement pour diagnostiquer une charge virale aussi basse. Je ne suis pas sûr de ma réponse sur le fond, mais je présume que si l'acte médical est davantage rémunéré, c'est simplement que la prise en charge d'un patient Covid+ est plus compliquée dans le sens où vous devez prendre des mesures spécifiques, des blouses, des masques, etc. Vous devez nettoyer tout votre cabinet. Patient contaminant, on a toujours pris ces mesures-là. Ouais. Ben, aujourd'hui, voilà, en tout cas, c'est le cas. Et je sais également, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, qu'on rémunère très bien ceux qui travaillent également dans les centres de vaccination. Et moi, je trouve ça très bien parce qu'il faut vacciner, il faut que les gens bossent le week-end. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est très… Ça aussi, c'est tout. On a toujours travaillé le week-end, on n'a jamais été autant payé. OK. Bon, si pour une fois, on va dire, il y a une bonne rémunération et que ça motive tout le monde parce que moi, mon opinion, c'est que je pense qu'il faut qu'on vaccine le plus de monde rapidement. Donc, moi, ça va plutôt je suis plutôt satisfait de ça. En tout cas, moi, je trouve très sain qu'on soit dans une démocratie et que vous puissiez, y compris sur des sujets, moi, qui me semblent totalement lunaires, sur lesquels je ne me reconnais pas du tout, exprimer votre point de vue. Moi, je vous donne le mien. Et ce que vous me dites et vos doutes, je pense que vous me les dites sincèrement. Et donc, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vous entends et j'essaie de comprendre ce qui, dans votre esprit, dans votre position, peut générer autant de défiance vis-à-vis du vaccin ou des décisions qui sont prises au niveau national pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Même si je sais que je ne vous ai pas tout à fait convaincu. Je crois qu'il y avait Monique qui souhaitait faire peut-être la dernière intervention parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui attendent derrière la porte. Oui, très rapidement, je voulais revenir sur l'alimentation. Très brièvement, une petite question. Il était question d'instaurer dans les cantines et entreprises un repas hebdomadaire sans viande. Où en est-on? Alors là, je crois que tu me poses une colle. Parce qu'effectivement, dans la loi alimentation, on avait peut-être prévu ça, mais je ne sais plus si ça relevait d'une possibilité ou d'une obligation. Je pourrais revenir vers toi. Je sais qu'on a mis à la fois des objectifs dans ce sens-là et des objectifs en termes de produits bio pour les cantines scolaires. Voilà. Moi, mon avis, c'est que je suis attaché à ce que les enfants aient également accès à de la viande. Enfin voilà, c'est une question d'équilibre. Je pense que là-dessus, quelqu'un disait il ne faut pas être manichéen. Sur ce sujet-là en particulier, il ne faut pas être manichéen. Je pense que ceux qui font c'est un avis personnel, et encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais ceux qui font la promotion des repas sans cesse sans viande ne se rendent pas compte, on va dire, des apports pour le corps humain et des bienfaits de la viande quand on en mange de manière raisonnable. D'ailleurs, il y a quelques cas de régime 100% végétarien pour les enfants qui ne se terminent pas toujours bien. Donc là-dessus, j'appelle à la raison. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels, au niveau national, on peut peut-être donner des grandes directions, mais laisser un peu les maires dans les cantines prendre les choix en fonction de… Voilà. Je ne sais pas si sur la commune de Pomey, par exemple, il y a eu beaucoup de demandes qui vont dans ce… Pas à ma connaissance. Ouais. Pas à ma connaissance. Il était question que d'un jour par semaine, hein, bien sûr. Mais… Oui. Merci. Voilà. Donc, je ne sais pas, toi, Monique, je comprends de ta question que tu serais plutôt favorable à ce qu'on impose un jour par semaine un menu sans viande. Oui, mais un seul jour, bien sûr. Et juste pour la curiosité, c'est quoi? C'est par… Pour le respect de l'animal, de la souffrance animale, et petit à petit instaurer cette culture dans les familles, dans les esprits, de faire un petit peu des pauses, des breaks en viande. Okay.
Bon, je pense qu'un jour… Merci. Ouais, ok, ça marche. Mais en tout cas, débat intéressant. Et tu vas me pousser à re-regarder dans la loi ce qu'on a mis exactement, parce que je ne sais même plus. Il faut que je retrouve la mesure précisément telle qu'on l'a libellée. Voilà, bah écoutez, il est 8h09, on a dépassé de 10 minutes. Tu as vu, je t'avais dit la première question est la plus dure, mais après ça vient. Après, ça vient ira. et c'est venu. Et c'est venu. Le pardon? Oui. Sylvie me dit que c'était voté le 17 avril. Bah, si tu as la réponse, éventuellement, tu peux la coller dans le chat et puis je regarderai pas. En tout cas, merci beaucoup à tous pour cet échange en ligne qui a été très, très animé. Et puis merci également à ceux qui n'ont pas participé physiquement et qui en plus vont enchaîner, si j'ai bien compris, sur un conseil municipal de 2 heures. Un conseil et puis merci à Jean-Marc aussi pour l'organisation avec les autres élus de cette journée. Bon, je connaissais déjà un peu la commune de Pomey, mais oui. Ça a permis d'actualiser, on va dire, certaines connaissances. Et puis rassure-moi, tu n'as pas tout découvert. Non, j'ai découvert quelques petits points spécifiques. Et ce que je propose, Jean-Marc, c'est que tu puisses dire le mot de la fin avant qu'on termine cette réunion. Merci à toi. Merci à toi d'être venu surtout, parce que c'est vrai que si on peut qualifier ton action de député, il y a aussi la proximité avec les citoyens, avec tes électeurs. Et effectivement, je crois savoir que tu es un peu atypique là-dedans au niveau de tes collègues députés. Et moi, je trouve que c'est très bien l'ancrage d'un élu national. Il doit avoir un ancrage au niveau local. Avant, il pouvait faire des mandats locaux et cumuler avec un mandat national. On ne peut plus le faire. D'où l'intérêt d'avoir quand même la possibilité de prendre le pouls du territoire. Et d'être à portée d'engueulade. Et d'être à portée d'engueulade. Tu vois, je suis même à portée des citoyens. Mais je trouve que ça, c'est très bien, c'est très sain. Et c'est ce qui prouve aussi qu'on est encore, malgré certains, ce qu'ils veulent bien nous faire entendre, on est encore en démocratie dans notre pays. Ok, bah merci beaucoup Jean-Marc. Merci à tous et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.